Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense. Une question que tout le monde s'est posée un jour. Qu'est-ce qui nous définit vraiment? Et pour tenter d'y voir plus clair, on va faire se rencontrer deux univers qui semblent n'avoir rien en commun. Le monde de la spiritualité et celui de la science. Alors voilà, la question est posée. Simple en apparence, mais les réponses, oulala, c'est une autre histoire. Est-ce que c'est notre vécu, nos pensées, notre histoire, ou alors est-ce que tout se joue dans la chimie de notre cerveau? Pour mener l'enquête, on va chausser deux paires de lunettes très différentes. D'un côté, on a la vision spirituelle, l'histoire de l'âme, une sagesse millénaire, et de l'autre, on a les dernières découvertes de la science du cerveau. Deux chemins radicalement opposés, mais qui, vous allez le voir, pourraient bien se croiser de manière assez surprenante. Allez, premier arrêt, le voyage spirituel. De ce point de vue, l'identité, ce n'est pas quelque chose de figé, de gravé dans le marbre. Non, c'est plutôt un cheminement, un processus pour se libérer de ce qu'on croit être. Alors, écoutez bien cette phrase d'Arnaud Rioux, elle est assez dingue. Il nous dit qu'on s'accroche à notre propre souffrance. C'est complètement contre-intuitif, non? En fait, l'idée, c'est que nos blessures, nos échecs, finissent par devenir une sorte d'excuse, une histoire qu'on se raconte et qui, à la fin, nous définit. L'idée centrale, c'est que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait souffrir. Non, c'est notre réaction à ce qui nous arrive. Comme le dit Rioux, la vraie source de la douleur, ce n'est pas que quelqu'un nous quitte. C'est l'attachement qu'on avait. C'est l'idée qu'on se faisait que cette personne devait rester pour toujours. Et en gros, ce mécanisme de la souffrance, il repose sur trois piliers. D'abord, l'attachement. On veut retenir ce qui, par nature, bouge tout le temps. Ensuite, la projection. On vit dans une idée de comment les choses devraient être, au lieu de les voir comme elles sont. Et enfin, l'ignorance, c'est-à-dire oublier la règle de base de l'univers, tout change en permanence. Et attention, c'est super important de comprendre ça. Se détacher, ça ne veut pas dire devenir froid ou indifférent. Bien au contraire, c'est apprendre à aimer sans vouloir posséder, sans agripper. C'est l'image de la main ouverte, l'autre est libre de rester, libre de partir, et l'amour, lui, il est toujours là, parce qu'il n'est pas basé sur la possession. Donc si on résume ce point de vue, le message clé, c'est ça. Notre véritable identité, elle se trouve au-delà de notre personnalité, au-delà de toutes les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes. La vraie liberté, c'est de comprendre qu'on est infiniment plus grand que la somme de nos blessures. Bon, on a vu la perspective spirituelle. Maintenant, changement de décor complet. On quitte le monde de l'âme pour celui bien matériel du cerveau, avec le regard hyper critique du docteur en neurosciences Albert Moukaïber. Il faut savoir que les neurosciences, en fait, c'est une discipline toute jeune. Mais alors leur popularité, elle, a complètement explosé, surtout grâce à ces fameuses images de cerveau, vous savez, toutes colorées, qui nous donnent l'impression qu'on peut enfin voir nos pensées en direct. Et c'est justement ça qu'Albert Moukaïber appelle la neuromanie. Cette manie de vouloir tout, absolument tout, réduire au cerveau. L'amour, les difficultés scolaires, même les crises financières. C'est une vision qui a tendance à complètement gommer le contexte social, historique, économique. Et là, attention, il y a un mythe à déconstruire, un truc super important à comprendre. Contrairement à ce qu'on imagine, ces images ne sont pas du tout une fenêtre ouverte sur nos pensées. C'est beaucoup, beaucoup plus indirect et complexe que ça. En fait, une image d'IRMF, c'est une construction. On mesure des variations d'oxygène dans le sang, on compare une image du cerveau au repos à une image du cerveau en action, puis un algorithme calcule les zones qui sont probablement plus actives. Tout ça dans le contexte super artificiel d'une grosse machine bruyante. On est loin de la photo instantanée, hein. Et ça, c'est vraiment le cœur de sa critique. Dire que l'amour active telle zone du cerveau, ça ne nous explique absolument pas ce qu'est l'amour. En fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent a un corrélat dans le cerveau. Donc trouver ce corrélat, ce n'est pas trouver la cause, c'est juste dire la même chose avec d'autres mots. Le vrai danger avec ce genre de raccourci, c'est qu'on finit par oublier tout le reste. Dire que quelqu'un mange mal à cause de son striatum, c'est passer sous silence tout le modèle économique de l'agroalimentaire, la publicité, l'histoire de notre alimentation. Bref, on transforme un problème de société en un problème individuel. Alors là, on a deux mondes, hein, le chaman d'un côté, le scientifique de l'autre. On pourrait croire que c'est le jour et la nuit. Et pourtant, c'est là que ça devient fascinant. Ils se rejoignent sur un point absolument essentiel. Le voilà, ce fameux point commun. Que ce soit une histoire de traumatisme passé ou une histoire de chimie du cerveau, les deux approches nous alertent contre la même chose. Les explications trop simples, les histoires toutes faites qui nous enferment dans une petite boîte. Et regardez comme le parallèle est frappant. Le chaman nous dit « Vous n'êtes pas votre souffrance, n'allez pas vous identifier à cette construction mentale de vos blessures. » Et le neuroscientifique de son côté nous met en garde « Vous n'êtes pas votre striatum, n'allez pas dire c'est la faute de mon cerveau. » Dans les deux cas, c'est le même piège.
On se déresponsabilise en se réduisant à une toute petite partie de soi. Au fond, la conclusion est la même. L'être humain, ça ne se met pas en équation. On n'est pas juste une âme désincarnée et on n'est pas juste une machine biologique. La réalité, c'est une danse permanente entre notre biologie, notre psychologie, notre environnement social et, pour certains, notre spiritualité. Bon, après tout ça, on en arrive où? Si on n'est ni seulement notre histoire, ni seulement notre cerveau, alors qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on est au final? Eh bien, peut-être que la plus grande leçon à retenir de tout ça, c'est un appel à la prudence, à l'humilité intellectuelle. Se méfier de toutes les réponses simplistes et toutes faites, qu'elles viennent d'un gourou du bien-être ou d'un article de science un peu trop sensationnaliste. En clair, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Ça veut dire qu'il faut garder son esprit critique bien allumé. Quand on lit un titre du genre « On a trouvé la zone du cerveau pour le bonheur », il faut être sceptique. Il faut reconnaître que la souffrance ou la joie, c'est hyper complexe. Et que pour vraiment se comprendre, il n'y a pas de raccourci. Il faut accepter de jongler avec plusieurs points de vue. Et on va se quitter là-dessus, sur cette question qui finalement reste grande ouverte. Si on n'est pas que notre passé et pas que notre biologie, alors qui sommes-nous ? Peut-être que l'essentiel, ce n'est pas de trouver une réponse définitive, mais de continuer à explorer le mystère. Merci d'avoir suivi cette analyse.